Coucou, c'est le tutorat. Nous revoilà pour une deuxième vidéo de correction sur le thème de l'imagerie. Cette fois, nous aborderons deux techniques non irradiantes, l'IRM et l'échographie. Commençons par l'IRM. Même si on va parler beaucoup de la technique en elle-même, ce qui n'est pas trop le propos en UE5, j'espère que cela vous permettra de mieux comprendre votre chapitre sur la RMN en UE3. L'IRM est une technique basée sur le phénomène de résonance magnétique nucléaire. Elle utilise donc des champs magnétiques. En gros, on a un atome placé dans un champ magnétique, ce qui va modifier l'orientation et les mouvements de précession des particules. Les moments magnétiques tendent à s'orienter dans la direction du champ magnétique. Les mouvements de précession correspondent à la rotation du proton sur lui-même autour de la direction du vecteur champ magnétique. C'est le moment cinétique. Ensuite, on soumet l'atome à un rayonnement électromagnétique. Le noyau de l'atome absorbe l'énergie du rayonnement et entraîne un mouvement de bascule du moment magnétique M. C'est la résonance. Seuls les atomes qui ont un noyau avec un moment magnétique permettent le phénomène de résonance. Cette énergie serait ensuite relâchée, restituée. Il y a un retour à l'équilibre. Les protons de forte énergie reviennent à un état de basse énergie. Il y a émission d'une onde électromagnétique. C'est la relaxation. Cette onde électromagnétique est captée par un récepteur qui permet l'obtention du signal RMN. C'est en fonction du temps de relaxation de cette énergie qu'on va pouvoir mesurer le signal RMN. Le signal temporel est alors transformé en signal fréquence. C'est l'inverse du temps. C'est un signal qui est plus simple à interpréter. Sur l'image, les différences de contraste seront liées aux différences de fréquence mesurées. Le temps de relaxation dépend de l'organisation des tissus. En fonction de la mesure de la séquence, on obtiendra une séquence T1 ou une séquence T2. Et selon ces séquences, on remarque que ce ne sont pas les mêmes tissus qui sont mis en évidence. Par exemple, la séquence T2 fait apparaître les liquides en blanc. Les liquides sont donc en hypersémial. On note ici la présence du liquide cérébrospinal. Voici la même coupe, mais en séquence T1. Si on souhaite utiliser un produit de contraste pour l'IRM, on utilisera des chélates de gadolinium, qui sont des agents paramagnétiques. Ils ont une meilleure tolérance que les produits de contraste iodés utilisés en imagerie irradiante. Il existe l'IRM fonctionnel qui permet l'étude des zones d'activité cérébrale. Cette technique est basée sur la différence de contraste entre l'oxyhémoglobine et la désoxyhémoglobine. En stimulant une zone du cerveau, on va y envoyer beaucoup d'oxygène par accroissement du flux sanguin. On va avoir donc une modification du signal et on peut identifier les zones du cerveau en réponse à une certaine activité. Il existe aussi la tractographie, qui est l'étude de la substance blanche connectant les différentes aires corticales. Elle se base sur l'imagerie de diffusion qui s'intéresse à la manière avec laquelle les molécules d'eau circulent dans les tissus, et dans ce cas, le long des fibres nerveuses. Les couleurs sur les images sont ajoutées après traitement de l'image. L'IRM est une méthode non irradiante, mais elle permet également un contraste tissulaire plus important que le scanner. Cependant, le champ magnétique intense peut provoquer un déplacement d'objets ferromagnétiques et un dérèglement des systèmes électroniques. Il y a donc des contre-indications à l'IRM, comme les pacemakers ou les implants cochléaires. Le temps d'acquisition est long, ce qui n'est pas idéal en cas d'urgence. C'est également une méthode qui est susceptible de laisser des artefacts à cause des mouvements, justement à cause de cette durée d'acquisition. Si on fait une IRM cardiaque, par exemple, il va falloir synchroniser des images à partir du même point du cycle cardiaque. Pas de panique, j'ai la clé du problème. Parlons maintenant de l'échographie. Elle est peu abordée dans vos cours d'imagerie cette année et on vous demande rarement de lire une coupe échographique, mais essayons tout de même de mieux la comprendre. L'échographie utilise des ultrasons, c'est donc une technique non irradiante. Grâce à une sonde, les ultrasons sont envoyés puis recueillis après réflexion sur la structure étudiée et permettent d'obtenir une image. Un système informatique se cache aussi derrière tout ça, mais on ne va pas détailler. À noter que la sonde doit être placée directement au contact du patient. Il est possible de réaliser des échographies de l'abdomen, du pelvis, des échographies cardiaques et bien sûr, des échographies qui permettent de suivre le déroulement d'une grossesse. Les structures dites hyperéchogènes renvoient beaucoup d'ultrasons, elles sont vues plus claires sur l'image. A l'inverse, les structures dites hypoéchogènes renvoient moins les ultrasons et sont donc plus sombres sur l'image. Pour votre culture personnelle et surtout pour la suite de vos études, une structure dont l'échogénicité change peut signaler une pathologie. Sur cette coupe, la structure hyperéchogène désignée par les flèches rouges correspond à une stéatose hépatique, soit à l'accumulation anormale de triglycérides dans le foie. Sur cette seconde image, on observe des zones hypoéchogènes dans le foie. Ce sont des nodules qui peuvent signaler des métastases hépatiques, mais des examens complémentaires sont nécessaires pour déterminer leur origine. Passons maintenant aux avantages et inconvénients de l'échographie. C'est surtout ça que vous devez retenir pour le concours. D'abord, l'échographie est une technique disponible. Les machines sont de moins en moins encombrantes et c'est une technique non irradiante. Elle ne présente donc aucune contre-indication vis-à-vis des femmes enceintes.
Qui plus est, elle permet une évaluation dynamique de la situation. On peut voir en direct les mouvements des valves cardiaques par exemple et bouger la sonde pour observer ce qui nous intéresse. Le fait qu'elle permette une corrélation clinique aussi est intéressant. Si on simplifie, ça veut dire que si le patient nous dit qu'il a mal par ici, on peut placer la sonde directement ici pour voir ce qui cloche. Mais l'échographie a ses limites. Comme la radio, elle dépend beaucoup de celui qui pratique l'examen. Et puis, elle ne permet l'analyse que des structures superficielles. En effet, les ultrasons sont rapidement atténués et ne permettent pas de visualiser les structures profondes. Et enfin, l'anisotropie pose problème. C'est le fait que l'image que l'on a de la structure, ses propriétés, varie selon la direction des ultrasons et donc selon l'angle que l'on choisit pour la sonde, par exemple. Il n'y a pas de QCM entièrement consacré à l'échographie. Si on vous pose des questions dessus, ça sera probablement pas des images à analyser, mais des questions de cours auxquelles il faudra répondre. On va donc seulement aborder un QCM à propos de l'IRM. Rien de bien compliqué, il faut juste faire appel à nos connaissances en anatomie avant de s'attaquer aux différents items. Avant de se faire embrouiller par les items, il faut noter au brouillon les différentes structures indiquées. Comme d'habitude, on situe la droite et la gauche du patient. En A, on a le noyau caudé droit. En B, on a le thalamus droit. En C, on a le noyau lenticulaire gauche. En D, on a la capsule blanche interne gauche. Et au niveau de l'étoile, on a le corps calleux. On remarque donc que les items A et C ont été inversés. A et C sont donc faux, et B, D, E sont vrais. Et voilà, on espère que cette vidéo vous aura aidé et on vous souhaite plein de courage!